Salut tout le monde! Bon jeudi soir, bienvenue au 8e épisode du podcast «Qu'est-ce que tu lis?» Un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Donc, ce soir, on a encore un beau panel féminin. Je vous les présente. On a Jessica Luno avec nous ce soir. Bonsoir! Très contente Bonsoir. de te revoir avec nous. Je suis contente d'être de retour, moi aussi. Vraiment, vraiment. Super. On a aussi Josée. Bonsoir, Allô? Josée. Allô? Ça va? Très contente d'être là pour partager mes lectures et apprendre des vôtres. On a très hâte de t'entendre. Puis on a un 2 pour 1 collé dans un petit café. On a Élie et Marie Terrature. Bonsoir. Bonsoir. Allô? On vous entend OK. délicatement, fait que peut-être que vous allez devoir parler un petit peu plus fort ou vous rapprocher un petit peu. Donc, Ça n'a pas été simple ce soir. en direct d'un lancement, ils se sont trouvés un petit café pour être avec nous ce soir. Donc, je pensais qu'on devait avoir une autre personne avec nous. On verra si elle apparaît. Si vous la connaissez un petit peu, vous avez des idées. Ça commence par K, puis ça finit par Arine. Mais bon, on verra ce qui se passe avec elle, si elle est encore en vie. Elle va venir nous trouver, si elle s'en souvient. On a Sous le ciel qui est avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous dire un petit bonsoir si vous êtes avec nous. Puis, si vous êtes en différé à l'audio, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires ou si vous l'écoutez en rediffusion, un beau bonjour à tout le monde. Et donc, on va commencer tout de suite. On fait tout le temps un petit tour de table pour parler de nos lectures parce que ça s'appelle « Qu'est-ce que tu lis? » Donc, je lance la balle ainsi. J'aimerais ça savoir, Jessica, qu'est-ce que tu lis? Alors, en ce moment, je lis L'équation africaine de Yasmina Radra, qui est un livre absolument pas drôle, puis il me semble que toi, t'aimes les choses pas drôles. Complètement. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu. C'est un auteur que j'aime beaucoup, mais je lis un livre de lui par année parce que ses histoires sont tellement dures que je me dis que je vais pas m'infliger ça non plus toute l'année. Et donc, dans celui-là, en fait, c'est l'histoire d'un médecin allemand qui perd sa femme brutalement et qui n'arrive pas à se sortir de son deuil. Puis il a un ami qui travaille dans l'humanitaire et qui lui dit viens avec moi, je vais te changer les idées. Puis ils embarquent sur un bateau au large de l'Afrique, puis ils se font attraper par des pirates. Et là où j'en suis, donc ça, ils deviennent des prisonniers, puis on parle en fait, du trafic, de la traite des hommes blancs, ou en tout cas des touristes ou des étrangers en Afrique, et de comment est-ce qu'on les revend en échange de rançon. Et le système est vraiment bien expliqué. Ça fait comme un revers de la traite négrière, en fait, il y a 400, 500 ans. Sauf que, l'époque n'est pas vraiment la même. Les droits humains, ils existent quand même un peu plus. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment la situation est renversée, comment est-ce que les gens vivent ça. Mais c'est quand même une histoire qui est absolument pas drôle et qui est un peu tragique. J'en suis à la moitié. Et ça m'énerve un peu comme lecture. Les réactions du médecin allemand, là, ça m'agace. J'arrive pas à avoir beaucoup d'empathie pour lui. J'ai de la sympathie, mais j'arrive pas à avoir de l'empathie pour son cas, en fait, alors qu'il est complètement désespéré. Donc, ouais, je sais pas si c'est mon histoire personnelle qui interfère avec mon empathie dans tout ça, mais c'est difficile. On va dire c'est difficile. Est-ce que tu peux répéter le titre, s'il te plaît? L'équation africaine. Oui, OK, parfait. J'en profite pour dire qu'à la fin de l'épisode, donnez-moi 20 minutes, mais je mets tous les titres dont on a parlé dans l'épisode. Donc, si vous ne vous souvenez pas, habituellement, sont en ordre de mention. Donc, l'équation africaine, excellent. Super. Donc, ça, c'est ce que tu es en train de lire en ce moment. Puis, ça va te prendre combien de temps, tu penses, pour le finir? Je pense que d'ici lundi, c'est fini. OK. Pour le cœur aussi, là. C'est ça. Passe à autre chose. Est-ce que c'était la première fois que tu disais cette autrice-là? C'est une autrice, hein? Non, c'est un auteur, en fait, en fait, c'est un auteur, Yasmina Radra, mais c'est juste qu'il utilise, c'est pas son vrai nom, mais c'est un ancien militaire algérien, et puis il pouvait pas écrire avec son nom, parce qu'il écrit avec son vrai nom, parce qu'il allait se faire virer de l'armée. Donc, il a pris le nom de sa femme pour se faire éditer. Donc,
tous les livres qu'il écrit sont sous le nom Yasmina. Ça s'écrit Khadra, mais ça se prononce Khadra. Et j'en ai lu vraiment plusieurs de lui. Puis il a un triptyque. C'est Les sirènes de Bagdad, l'attentat et les hirondelles de... Je sais pas, c'est Kaboul. Kaboul. Oui, les hirondelles. C'est vraiment un triptyque qui est difficile, mais je le trouve très beau. Je trouve vraiment que c'est des histoires qui sont très, très fortes, très, très profondes autour de la guerre, mais c'est vraiment super intéressant. Puis je pense que j'en ai bien lu une dizaine jusqu'à maintenant, puis j'ai envie de tous les lire, mais vraiment un par année, pas plus. C'est un auteur que vous avez lu, Josée, je te vois, non? Non, mais ça me tente. Oui. OK, parce que tu avais l'air de du Kaboul, fait que là, j'étais comme peut-être que tu connais. OK, Oui, non. je connais, mais je n'ai jamais lu encore, mais il est dans ma liste. Dans ma C'est liste. Hop, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu? Je pense qu'on t'entend pas fort. Il est souvent étudié, ce livre-là, dans les cours de cégep. OK. Ah oui. Je suis en train de me demander si c'est pas un micro juste d'un bord ou de l'autre. Ouais. Je pense que oui. C'est ça, je suis comme, il me semble qu'on entendait bien Marie. Des petits problèmes techniques, c'est comme ça la vraie vie. C'est ça. Là, m'entendez-vous bien? Ah, oui, super. Ah, c'est mieux. C'est ça. C'est toi qui avais le... Ah, c'est ça, hein? Ma gars, je vais donc passer de lui. Donc, il est souvent utilisé en littérature? Exactement, en littérature. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais oui, c'est souvent étudié au cégep là, dans les cours de littérature. Je ne savais pas. On a Daniel qui nous dit, on me l'a recommandé il y a quelques mois et j'en ai lu plusieurs depuis, même si ce n'est pas facile effectivement, mais j'adore. Je pense en tout cas que c'est noté pour tout le monde. Moi non plus, je ne l'ai jamais lu. Donc, je note les lectures difficiles, j'aime bien. Puis avant de se lancer dans d'autres lectures difficiles, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes. On a Stéphanie Dubois qui est avec nous. Bonsoir. Linda Le Tendre et Caroline Sarah Tremblay. Et je voulais dire... je voulais faire une petite blague parce qu'habituellement, Sylvain est avec moi dans tous les podcasts. Puis là, ça fait 2 podcasts qu'il n'est pas là. Je voulais vous dire de ne pas appeler Québec Scoop. On est encore des amis. Mais il a repris le travail. Puis le jeudi soir, c'est souvent sa soirée de travail. Fait que faites pas de potin là-dessus. Tout va bien. Ça se peut qu'on le voit moins cette année, mais il n'y a pas de drame à l'horizon, là. Tout va bien. On parlait de lecture difficile. Josée, j'ai entendu dire que toi aussi, tu es en train de lire quelque chose de pas facile. Qu'est-ce que tu lis? Ben, en fait, j'avais le goût depuis longtemps de découvrir l'œuvre de Sylvia Plath. Puis moi, j'aime beaucoup les biographies fictionnelles ou les biographies historiques fictionnalisées. J'avais lu il y a longtemps La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt qui m'avait chaviré, j'avais adoré. Puis j'ai découvert un livre exactement comme ça qui s'appelle Pourquoi pas la vie de Colline Pierret sur la vie de Sylvia Plath. En fait, ce que l'autrice a fait, c'est qu'elle a imaginé le début de sa détresse, si on veut, très, très au début, mais la journée de son suicide réel est arrivé un événement qui a fait qu'elle ne se suicide pas dans le lit, fait qu'elle a inventé une vie plus heureuse, en fait. Fait que parce que son enfant pleure, elle sort de sa tentative de suicide, elle console son enfant. La personne qui devait arriver normalement la trouver décédée avec les enfants à l'étage, ben son projet avorte. Puis ben elle décide de vivre en fait, parce que elle peut plus se suicider, ça donne jamais. Puis c'est vraiment intéressant de voir ce qui aurait pu arriver à Sylvia Plath si elle n'avait pas pensé à l'acte. Fait qu'on voit tous les personnages réels de sa vie. C'est une autrice américaine qui a vécu en Angleterre. Elle a été l'épouse de Ted Hughes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le plus grand poète britannique qui lui a fait vivre une vie difficile, mais elle était elle-même extrêmement difficile, cette femme-là. Puis, ils se sont séparés peu avant son suicide, en fait, son vrai suicide. Puis c'est tout, lui, son mari, son ex-mari, en fait, la relation qu'il a avec elle, la relation qu'elle a avec ses anciens amis, le rapport qu'elle a avec la vie aussi. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué et que j'ai notée, c'est « Il a peut-être peur qu'elle meure, mais elle a la trouille de vivre. » C'est vraiment une femme extrêmement troublée, mais dans le livre, plus ça avance, plus qu'elle tente de trouver sa place en tant que mère aussi, en tant que femme, c'est comme si la sphère domestique, la sphère culturelle, la sphère de la femme
Ils ont bien de la misère à cohabiter ensemble. On est au début des années 60. Elle est décédée en 63. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on voit tous les livres qu'elle a écrits. En fait, elle a écrit comme 2 livres. Son recueil de poésie qui s'appelle Ariel, plus la cloche de verre, la cloche de détresse, en fait, qui dans le livre s'appelle La cloche de verre. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et à un moment donné, elle rencontre une metteur en scène qui veut monter La cloche de détresse en comédie musicale, qui est comme un oxymore, en fait, quand on regarde ça. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et cette femme-là l'amène à réfléchir autrement et l'amène, en fait, à devenir une personne peut-être plus en phase avec la vie, puis à accepter aussi la vie. Arrêter de voir la mort comme une option, mais peut-être que la vie aussi en est une option. Puis il y a une petite phrase là, toute petite là, que j'ai trouvée si belle, il faut que je la retrouve, mais ça dit peut-être que vivre, c'est déjà un bon début, et puis peut-être même que ça suffit. Mm-hmm. Fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là, puis après avoir lu ce livre-là, qui est vraiment une fiction, je me suis dit, pourquoi pas découvrir la vraie Sylvia Plath. Alors, j'ai lu La cloche de détresse, je pense qu'elle a écrit dans le bout des années 55, dans ces eaux-là. Puis le livre se passe en 2 temps. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Là. Le premier temps, en fait, c'est une jeune fille qui gagne un concours qui va à New York dans une revue. Là, mon chum est là, puis il fait plein de niaiseries. Fait que je vais attendre qu'il parte. C'est un peu déstabilisant. Enfin, excusez-moi. Donc, elle gagne un prix, puis elle va à New York, puis il y a vraiment une vie très, très, très glamoureuse, pétillante. Puis il y a toute l'autre partie où elle est en dépression, parce que c'est vraiment une autobiographie de sa dépression quand elle était adolescente, en fait, vers 19 ans, un peu avant qu'elle parte pour l'Angleterre. Alors, c'est vraiment, ça donne un son de cloche totalement différent, puis on apprend beaucoup plus à connaître la vraie Sylvia Plath, sa vraie torture mentale, sa vraie position. C'est comme une fille qui n'aurait pas dû naître à ces années-là. Mm-hmm. C'est une féministe avant le temps, puis c'est quelqu'un qui s'est complètement battu aussi avec le regard des hommes. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas eu facile, en plus d'avoir tous ses problèmes de santé mentale. J'ai lu après une biographie qui était une drôle de biographie. En fait, c'est comme une espèce de critique de la biographie. Je n'ai pas tout à fait compris ce livre-là. Le titre, c'est La femme silencieuse. Je vous le conseille absolument pas. J'ai assez peu appris sur Sylvia Plath. Alors, l'autrice n'arrête pas d'aller rencontrer des biographes de Sylvia Plath, puis elle nous parle de comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils ont l'air. À un moment donné, elle parle même de la pizza qu'ils mangent. OK. J'ai eu de la misère à comprendre ce livre-là, puis à un moment donné, elle reproche à la mère de Sylvia Plath d'avoir vendu ses lettres intimes, puis elle lui reproche, elle trouve ça épouvantable, et elle les publie dans son propre livre. J'ai trouvé qu'il y avait comme... C'est ce que tu trouves ça si abominable que tu veuilles à ton tour les mettre dans ton livre. J'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai quand même appris un peu, mais je ne vous le conseille pas. Puis là, je suis comme à la recherche d'une vraie bio de Sylvia Plath. Et dans ce livre-là, ce qui est très étrange, c'est qu'elle parle d'autres biographies de Sylvia Plath en les critiquant vertement. Puis, je ne sais pas si j'ai... Ouais, c'est vraiment un étrange livre. Puis, elle parle aussi des exécuteurs. En fait, les gens qui ont gardé qui étaient... je ne me souviens pas du terme qu'ils utilisaient, mais en fait, qui sont comme les témoins de l'écriture de Plath. Fait qu'elle devait toujours se battre pour avoir des écrits dans son livre. Fait que c'est un peu... c'est pas une biographie tellement... J'ai pas de temps appris sur Sylvia Plath. Mais j'ai quand même vraiment le goût de continuer ma recherche. J'ai le goût de lire aussi ses poèmes. Puis je me suis demandé, après avoir fini ces 3 livres-là, si elle ne s'était pas suicidée, est-ce qu'elle aurait cette aura-là aujourd'hui? Mm-hmm. Probablement que son suicide a vraiment fait mousser sa cote ou sa notoriété. Mais ça, évidemment, on ne saura jamais. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà lu, Jessica, Sylvia Plath? Pas du tout. Non? Pas du tout. Toi non plus, Élie? Non, on dirait que j'ai comme son... Ouais, non. Oups, un petit pot d'écho. Ça ne marchera pas. Ferme-le. OK. Non, je ne l'ai jamais lu, malheureusement. Mais je me souviens avoir déjà entendu son nom, par exemple. Pareil. The Bell Jar est assez populaire.
un petit détail un peu glauque, en fait. Elle s'est suicidée avec la gazinière. En fait, elle a mis sa tête dans le four en ayant sécurisé ses enfants. Elle a couché ses enfants, puis elle s'est assurée de calfeutrer la porte pour qu'il n'y ait pas de gaz qui rentre dans la chambre. Elle a ouvert la fenêtre et elle avait mis des tartines puis des verres de lait au pied du lit des enfants. Elle avait vraiment une conscience que son suicide, c'était pas celui de ses enfants. Puis elle disait, ils sont suffisamment jeunes pour passer facilement au travers. Mais ça a dû les traumatiser quand même. Je vais te monter un peu la suite, après tu vas voir. C'est comme ça qu'elle s'est suicidée pour vrai. Puis elle a fait ça juste un peu avant que la personne rentre, fait qu'elle s'est bien organisée. Et quand que son mari l'a laissé, en fait, il sortait avec une femme, et cette femme-là, il s'est finalement marié avec elle. Ils ont eu un enfant, et elle est morte par suicide dans le four, en amenant son enfant. Ouais. Fait que encore, on peut dire que Ted Hughes a quand même, c'était un être particulier, mais disons que si Sylvia n'a pas eu de chance en amour, on peut dire que de son côté, ça n'a pas été très joyeux. Et les deux enfants de Sylvia Plath, sa fille est maintenant une artiste peintre qui habite en Australie. Et son garçon était un être aussi torturé et s'est aussi suicidé. Oui, son historique familial. Ouais. J'ai lu Pourquoi pas la vie dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Puis, bon, tu sais, j'avais jamais lu Sylvia Plath, donc, tu sais, je trouve que lire l'Uchronie avant de lire Sylvia Plath, c'est comme un peu le lire à l'envers, là. Mais après ça, à la fin, ils nous font cette petite partie biographique. Puis, mon Dieu, je trouvais ça assez horrible, l'historique familial. Puis la lignée de suicide dans cette famille-là, c'est très dur. Est-ce que tu avais aimé le livre? Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je te dirais que c'était comme une bonne lecture. Comme, tu sais, je pense pas que c'est allé dans mes tops de cette année-là, mais j'avais bien aimé. Je trouvais ça intéressant comme concept avec les saisons, puis voir aussi, tu sais, tout le sujet de la femme à l'époque, puis l'émancipation, puis les discussions aussi par rapport au goût de vivre. Tu sais, je trouve qu'il y avait des beaux éléments. Mais encore là, tu sais, c'est drôle de lire quelque chose sur la vie de quelqu'un lorsque tu connais pas la vie originale. On dirait que même que la biographie, si elle avait été au début, ça aurait peut-être donné un meilleur ton par la suite. Donc, oui, c'est ça. J'avais bien aimé, mais je te dirais sans plus. Je te conseille la cloche de détresse, si tu as le goût d'en savoir plus sur elle. Là. Ça, c'est la de Bell Jar, la cloche. Oui, exactement. Ouais. C'était dans les tops de Sylvain Desmentis l'année passée, puis il m'a dit « Maps, il faut que tu lises ça. » Puis là, j'ai dit « OK, un jour. » Mais oui, c'est noté. C'est noté. Donc, excellent. Merci pour ce beau partage de Sylvia Plath. À qui je lance la balle? Élie, elle a le micro. Je vais y aller en premier. Mais je pense qu'on va être pas pire, par exemple. Si tu parles, voir. Oui, mais il va falloir que je me colle. Ouais, ça sera pas génial. M'entendez-vous? Oui, on t'entend quand même. Okay. Ouais. Bon, on va se le prêtre. On va être mieux organisé la prochaine fois si tu veux toujours nous inviter. Alors, présentement, moi, je lis Tout est bien de Mona Awad avec Marie-Claude, mais j'avais envie de vous parler, c'est une très bonne lecture, mais j'avais envie de vous parler d'un coup de cœur, mon dernier coup de cœur que je trouve qu'il mérite vraiment d'être vu et lu, d'autant plus. On l'a lu ensemble aussi. Plus, on lit toujours ensemble, on est toujours ensemble. C'est en fait Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. C'est ça. Je l'appelais Katou de prénom, mais c'est ça. Zulfa Katou. C'est vraiment excellent. C'est sur une jeune femme qui vit en Syrie et qui est étudiante en pharmacie. Elle va se retrouver, bien sûr, au cours de ses études, la guerre éclate, la révolution éclate et par la force des choses, elle va être amenée à devenir chirurgienne parce qu'elle a une compétence en sciences, mais on s'entend, là, elle était étudiante, là, donc elle apprend beaucoup dans le vif des événements. C'est vraiment troublant. C'est une histoire difficile parce qu'on parle de guerre, mais en même temps, c'est lumineux parce qu'elle va rencontrer des gens, autant des gens horribles que des gens magnifiques sur son passage. Il va avoir une relation qui va se tisser avec... voyons, j'ai oublié son nom. Kylian Kenan.
Non, ça se peut, je me rappelle plus. On lit trop, on mélange les noms. Ouais. Mais vraiment, là, c'est un roman quand même lumineux, avec beaucoup d'espoir, avec des petites touches d'humour aussi. Malgré tous les horreurs qu'il y a, qui parsèment ce livre-là, moi, je l'ai dévoré. Si j'avais pu mettre plus que 5 étoiles, je l'aurais fait là, sur 5. Je pense que c'est vraiment à lire, à découvrir. Puis c'est étonnant parce que c'est son premier roman. Puis la plume, là, elle est extraordinaire. Je trouve que pour un premier roman, là, c'est vraiment bien construit. Il y a aussi toute sa façon de penser, tous ces mécanismes de défense qu'elle va se créer. C'est vraiment brillant. C'est vraiment très brillant. Puis, Puis, au niveau des mécanismes de défense, ça, c'est tellement bien... Excusez. C'est vraiment bien, décrit, défini. C'est toutes des petites touches, puis on en apprend tout au long, là. Même si c'est un sujet difficile, on a envie de savoir plus, puis de savoir qu'est-ce qui va arriver, puis est-ce qu'ils vont s'en sortir, etc. Mais c'est ça, ça reste lumineux quand même, malgré l'histoire horrible que ça comprend. Fait que c'est vraiment à découvrir. Le personnage principal est extraordinaire. Ben, les personnages sont vraiment bien développés, tu sais. On les voit pas juste en surface. On s'attache. Je sais qu'on dit ça souvent, là, les personnages sont attachants. Mais vraiment, là, je trouve qu'ils sont complexes, bien définis. Puis on a envie tellement, là, de les aider, tu sais, dans leur malheur, là, vraiment, là. C'est de toute beauté. C'est un livre qu'on a beaucoup vu passer depuis le Salon du livre de Montréal. Là. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Jessica, toi, est-ce que tu l'as lu? Non plus. José? Non. C'est quand même une petite brique. Là. Il y a 500 quelques pages, si je ne me trompe pas. Ah, mais même pas. Il y a 450 pages. Mais ça se lit là, vraiment bien, quand même. Là. Je trouve que le titre et la couverture sont magnifiques. Ah oui, vraiment. Mais juste ça, tu sais, bon, on mange avec les yeux. On essaye de pas dire que les couvertures nous influencent, là. Mais oui, elle est de toute beauté aussi. Puis ceux qui ont un attachement là, pour les animés du studio Ghibli, si je me trompe pas. Ghibli, c'est ça. Hey, j'ai l'air... Mais c'est ça, elle est passionnée d'animés, etc. Fait qu'il y a des belles petites touches à l'intérieur de ça. Donc, c'est ça. Fait que oui, c'est dur, mais il y a tout le temps des petites touches, tu sais, qui viennent nous charmer tout au long de notre lecture. J'aime ça. Je renote ça aussi parce que définitivement, ça pourrait m'intéresser. On a Karine qui vient d'arriver dans nos commentaires. Qui dit que finalement, elle va nous écouter parce qu'elle vient d'arriver du travail, puis qu'elle a lu plein de choses dont on a parlé, puis qu'elle est d'accord avec les mécanismes de défense et que je pourrais probablement aimer. Donc... Mais tu sais, souvent, on se demande est-ce qu'un livre vaut tout le hype qui entoure ce roman-là. Puis tu sais, souvent, on dirait que nos attentes sont super élevées parce qu'on se dit hey, c'est le phénomène de l'heure, tu sais. Mais je pense pas qu'on puisse vraiment être déçu de ce livre-là, là, franchement. Là, je pense que... Ouais. Bon, là, j'espère que vous ne serez pas déçus après que je vous ai dit ça, mais... Grosse statement, ça. Je viendrai m'en parler, si c'est le cas. Ben, j'aime ça, je note définitivement. Et puis, ma littérature, qu'est-ce que toi, tu lis là? Je sais que vous lisez les mêmes choses, mais peut-être que vous avez des coups de cœur différents. Oui, puis dans le fond, là, c'est ça, on était en train de lire toutes les deux, tout est bien, puis je me sentais pas capable d'en parler parce que j'avais trop peur de spoiler. Fait que j'ai besoin de lire au complet avant d'en parler. Donc, moi, j'ai lu... Oh oui! Oh, tu l'as-tu lu? Non, mais je l'ai vu passer. Puis je trouve qu'on le voit pas assez passer. Vraiment, L'héritier de Michael Gouveia. Vraiment, c'est une lecture qui m'a surprise. J'étais pas certaine que j'allais aimer et j'ai vraiment adoré. On est vraiment pas loin du coup de cœur, puis ça se peut que c'en soit un même. Donc, en fait, c'est l'histoire, je pense, un peu quand même, de l'auteur. J'ai l'impression qu'il a utilisé un peu son personnage pour nous parler de lui. Donc, c'est Joe Ayo, un Montréalais, immigré de 2e génération. Donc, ses parents sont portugais. Donc, qui nous raconte sa vie de son tout jeune âge jusqu'à l'université en tant que Montréalais immigré, en fait. Donc, on est tous dans sa quête identitaire, dans un peu...
sa recherche de vouloir rester fidèle à sa culture, mais en même temps, ses difficultés à s'intégrer ici. Donc, c'est un jeune homme qui est hyper brillant. Donc, c'est comme si ses parents vont être énormément valorisés par cette intelligence-là, mais en même temps, un jeune qui est pas capable d'entrer en contact avec les autres, qui est pris dans une espèce de syndrome de l'imposteur. Fait qu'on est tous dans ces réflexions de vie. C'est magnifique. L'auteur a vraiment une belle plume. Puis là, je suis têteuse, mais il faut vraiment que je vous lise un extrait que je lis à tout le monde, que je publie partout. Fait que, mais je trouve ça magnifique. Bon, je m'assume. Donc, avoir un enfant calme et obéissant représentait apparemment un exploit qu'il fallait à tout prix partager avec les autres. Cela me faisait sourire tout en me procurant un sentiment de gêne que je n'arrivais pas à m'expliquer. Peut-être qu'à l'époque, je pressentais déjà que ma mère était celle d'entre nous deux qui faisait les plus grandes prouesses. Elle travaillait constamment sur sa machine à coudre, repassait des piles et des piles de vêtements qu'elle devait achever dans des délais serrés pour une paye dérisoire, tout en prenant soin de nourrir, divertir, orienter un enfant. C'était donc plutôt à moi de chanter ses louanges, mais elle voyait dans le moindre de mes gestes le potentiel d'un événement extraordinaire et trouvait toujours un moyen de rejeter l'éloge sur moi, le prétendu meilleur collègue de travail au monde, alors que je ne faisais qu'écouter la télé à ses côtés. Moi, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, on est plus dans un récit intimiste. Et ce personnage-là, je l'ai trouvé terriblement attachant. Mais brillant. Surtout très, très, très brillant, sensible. Je me suis prise d'empathie pour lui très rapidement. J'ai eu envie de l'accompagner dans sa quête identitaire. Puis moi, je suis psychologue. Puis généralement, les romans de quête identitaire, ça me tente moins quand c'est rendu le soir. Mais vraiment, ce roman-là, c'est pas lourd, ça se lit bien. C'est ça, on parcourt sa vie d'immigré, en fait. Donc, vraiment, très, très belle lecture. C'est publié aux éditions Poète de Brousse. Poète de Brousse, oui. Maison d'édition que j'aime beaucoup. Elle est très prometteuse, je trouve. Les dernières années, de ce que j'ai lu de Poète de Brousse, l'équipe est solide et les choix de publication sont A+. Oui, vraiment. Puis, je vous le dis, là, je trouve qu'on le voit de plus en plus, mais j'espère que c'est un roman qu'on va voir encore plus passer. Là. Il vaut vraiment la peine. Oui, puis c'est un premier roman, hein, si je ne me trompe pas. Bien, il aurait fait un recueil. OK. Ouais, il aurait écrit un recueil de poésie à ce Donc, que pas une première publication, mais oui, c'est ça. Exact. Ouais. Excellent. Bien, tout bien noté, ça aussi. Définitivement. Là, je vais vous parler de moi. De mes lectures. Vas-y. Puis, en fait, c'est un peu le chaos par chez nous parce que le Salon du livre de l'Outaouais arrive très bientôt, soit la fin de semaine prochaine du 22 au 25 février 2024 en Outaouais. Puis, j'ai comme habitude de lire chaque auteuriste invité du salon. Donc, ils ont comme un panel à peu près de 10 personnes. Puis, je fais une vidéo avec, je lis un livre de chaque auteuriste invité. Fait que là, je suis en plein là-dedans. J'ai des trucs commencés, mais que je vais commencer rapidement par ça. Donc, Louise Portal, elle va être au salon cette année. Elle a des romans, mais pour une raison obscure, j'ai décidé de lire quelque chose qui n'est pas un roman. Un été, trois grâces, c'est des récits de scène et de vie par Louise Portal, Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier. Puis, ils ont fait les Madeleines de Verchères au théâtre La Marjolaine en 1975. Et c'est comme cet été-là de pur bonheur. On les suit comme chaque tiers. Donc, le premier tiers, c'est Louise Portal. Le deuxième tiers, c'est une des deux autres. Le troisième, c'est la troisième. Et on les suit dans leur vie, dans leur passage à l'âge adulte, découverte de soi, en même temps amitié. Puis, bien, forcément, ils ont vécu quand même beaucoup de choses parce que c'est des femmes aujourd'hui qui ont 70 ans. Donc, tu sais, ils ont vécu l'après-Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vécu le sida, ils ont vécu la guerre du Vietnam, donc, toutes ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, le parcours de vie, je lisais ça, puis j'étais comme, ça n'a aucun bon sens, le nombre de choses qu'ils ont vécu dans leur vie, puis c'est pas du tout larmoyant, mais c'est vraiment comme une rétrospective de leur vie à partir de ce moment-là. C'est super intéressant, c'est autobiographique, on s'entend. Donc,
je l'avais jamais vu passer, mais ça, c'est quelque chose qui est quand même assez amusant à lire, très divertissant. Puis pour connaître ces comédiennes-là, si vous les connaissez un petit peu, ça donne une autre vision des personnes. On parlait tantôt de trucs qui n'est pas drôle. Il y a un livre qui a été publié par une autrice de ma région qui a été au cégep en même temps que moi, qui s'appelle Michel Lapierre Dallaire. Puis, j'ai un petit peu... je ne suis pas capable de lire ce livre-là à cause de la page couverture. Là, je vais essayer de vous la montrer. Mais la page couverture, elle me bouleverse. Puis même si c'est un livre que je suis certaine que je vais apprécier à 100%, je ne me vois pas, je ne suis pas capable de m'imaginer être en train d'avoir ce livre-là avec cette couverture-là dans les mains. Mais elle est invitée d'honneur cette année. Donc là, je me suis dit, je vais me forcer. Je l'ai loué. Comme ça, je n'ai pas besoin de... Tu sais, je l'ai en numérique. C'est un livre qui est très difficile. Juste la liste d'avertissements avant la lecture, elle est très difficile. Mais il y a eu des critiques très élogieuses sur ce livre-là. Puis je regardais mon Goodreads hier, puis il y a plein de gens que je suis sur Instagram qui ont mis des 5 étoiles. Une lecture rentre dedans. Est-ce que vous l'avez lu? Ça s'appelle, attendez, le titre est spécialiste des titres longs. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu? Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas lu. Non? Même chose, mais il en sort un deuxième bientôt, je pense. Oui, exactement. Il n'est pas sorti déjà. Hein? Il est sorti, qui a aussi un titre très, très long qui s'appelle « Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme ». Et j'ai vu une personne en parler, puis il y avait des bonnes critiques aussi. Donc, elle est assez prometteuse, cette autrice de notre région. Je vois un petit lecteur qui nous en parle. Il y avait des limites. Est un de mes livres préférés. Je recommande full, mais ouf, c'est rare. Là, j'ai commencé genre 2 chapitres parce que j'essaie de lire, mais je ne suis pas capable d'endormir mon fils de ce temps-ci. Fait que une fois que je l'endors, je vais me coucher. Mais lui dont je voulais vraiment vous parler, c'est un livre assez récent qui se nomme « Porter plainte » de Léa Clermont-Dion. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est un livre, ma foi, bouleversant, super bien écrit, super documenté et comme ultra nécessaire, je vous dirais. Léa Clermont-Dion, elle a mon âge, mais lorsque je la lis, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle a un vécu là, incroyable, puis que moi, j'ai vécu absolument rien. C'est son histoire, une histoire d'agression d'un homme qui était en pouvoir, qui était son patron, puis une situation qui s'était passée. Puis là, il y a eu le hashtag MeToo, elle a essayé de le dénoncer, il y a des gens qui l'ont fait taire. Puis là, finalement, elle a décidé de porter plainte, puis d'aller à la cour, puis tout ça. Puis il y a comme tout le procès aussi autour de ça, le fait que c'était médiatisé parce que c'est Léa Clermont-Dion. Donc, il y a son volet à elle, mais en parallèle, il y a aussi toute l'histoire du mouvement hashtag MeToo, comment ça a commencé, les personnes qui étaient des piliers dans ce phénomène-là, dans cette vague-là. Donc, au niveau historique, c'est super intéressant. On embarque, moi j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ça comme super intelligent. Il y avait des définitions aussi de termes. Ça fait mal aussi parce qu'à la fin, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a quand même de l'espoir parce qu'on voit l'évolution de certaines choses, mais à la fin, on sait quand même que c'est pas tout rose. Donc, ouais, je pense que c'est un ouvrage qu'on devrait lire, même si c'est pas un ouvrage facile, parce que j'aime pas ça, les ouvrages faciles, hein? On se rappelle. Puis là, Jessica, tu l'as lu toi aussi pour tes plaintes? J'ai lu, j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial de voir une femme qui arrive à porter plainte, parce qu'en général, on ne porte pas plainte. C'est très difficile, on n'est pas écouté. Oui, c'est Léa Clermont-Dion, elle a quand même le privilège de son nom, de son aura. Mais en même temps, je trouvais que c'était quand même porteur d'espoir. Je trouve ça super inspirant, en fait, qu'elle raconte son parcours, les difficultés qu'elle a rencontrées, les doutes qu'elle a eus pendant la procédure. Puis effectivement, il y a quelque chose de pas terminé à la fin, mais en même temps, je me suis dit, mais waouh, au moins, elle l'a fait. Elle l'a fait, puis on dirait qu'elle l'a fait pour nous toutes. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Quand tu dis que c'est documenté, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai appris plein de choses aussi
Moi, je ne suis pas québécoise, donc je vis ici depuis 7 ans. Et j'ai aimé découvrir des choses sur la justice canadienne et québécoise, sur comment est-ce que les choses se passent ici. C'est une histoire dont on avait déjà entendu parler aussi dans les médias entre 2018 et 2020. Et je trouvais ça intéressant d'avoir du coup l'autre versant de l'histoire, celui qui n'est pas médiatique, mais de savoir comment est-ce qu'elle l'a vécu. Puis c'était plein d'authenticité, Enfin, j'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est beaucoup de vérité, je trouve, mais quand même avec pudeur. Tu sais, je ne sentais pas qu'on grattait le bobo. Ouais, c'était bien décrit, mais on n'était pas dans trop de descriptions malgré tout. Là. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, une lecture comme ça, allez-y. Là, on a un deuxième sujet, mais avant de rentrer dans mon deuxième sujet, j'ai profité de la présence de Jessica avec nous et du fait qu'on est au mois de février. J'ai demandé des petites recommandations pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc, avant notre deuxième sujet, Jessica, j'ai si hâte de t'entendre. Je te laisse la parole. Alors, j'ai choisi 3 coups de cœur. 3 livres que j'ai lus cette année. Le premier, c'est un essai qui s'appelle « Il fallait se défendre ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est sorti chez Mémoire d'Encrier. C'est vraiment génial. C'est l'histoire en fait du premier gang de rue haïtien à Montréal. Donc, des choses dont on a certainement entendu parler à la télé, dont on entend parler encore à la télé sur les gangs de rue. Puis la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'un gang de rue pour de vrai et pourquoi est-ce que ce premier gang, il est né? Et donc, c'est le chef de ce premier gang qui est d'origine haïtienne qui raconte son histoire, mais ce n'est pas lui qui l'écrit, en fait, c'est un universitaire qui vient de Concordia, donc c'est un homme blanc qui l'écrit, mais ils ont travaillé ensemble dessus. Donc, ça donne une espèce d'essai autobiographique, un peu documentaire. C'est vraiment super intéressant, ça se lit super vite, puis il explique comment, en fait, à la base, c'était pas un gang qu'il avait, c'était un groupe d'amis qui ont décidé de se défendre parce que dans la géographie de Montréal, les personnes haïtiennes étaient reclues, mais elles sont toujours un peu reclues vers le nord. Puis elles faisaient face à beaucoup de discrimination dans les rues, dans la recherche d'emploi, enfin, dans la vie sociale d'une manière générale. Et donc à Montréal-Nord, il y avait les personnes haïtiennes, puis il y avait les personnes italiennes, puis ils s'entendaient super bien. Mais chaque fois que les Haïtiens sortaient de Montréal-Nord, par contre, il y avait toujours des gens pour leur expliquer que Montréal ne leur appartenait pas. Donc, il y avait des personnes racistes, il y avait des Italiens qui étaient racistes, il y avait beaucoup de skinheads à l'époque. Et ils étaient attaqués, en fait, ils se faisaient insulter, mais ils se faisaient aussi battre. Ils se battaient dans la rue, donc ils ont décidé de se défendre. Donc, lui, avec son groupe d'amis, ils ont formé un groupe qu'ils ont appelé, qui n'avait pas de nom, en fait. Mais c'est juste qu'ils se défendaient. Puis les médias les ont appelés les Bélangers parce que leur terrain de football où ils jouaient au soccer, c'était le parc Bélanger. Et on leur a prêté au fur et à mesure des intentions qui n'étaient pas franchement les leurs, puis qui c'est devenu donc en fait on a pris la définition du gang qu'on voit aux États-Unis, puis on l'a collé sur ces jeunes-là, et donc ça a évidemment des répercussions d'avoir ce genre de réputation. Bah, évidemment, c'est pas des enfants de cœur non plus qui sont dans ces groupes-là. Ils sont vraiment devenus des gangs de rue après, mais il y a quand même une histoire. Ils n'ont pas juste décidé qu'ils étaient là, puis qu'ils allaient agresser des gens, qu'ils allaient commettre des vols, qu'ils allaient commettre des méfaits, et puis qu'ils allaient aller en prison. Il y a quand même toute une histoire de la discrimination envers les personnes noires à Montréal qui est racontée dans tout ça, et de comment est-ce que les choses ont évolué depuis les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il raconte son histoire, il a fait de la prison, Maxime Aurélien. Il raconte comment il s'en est sorti aussi, comment est-ce qu'aujourd'hui il est complètement sorti de la vie de l'illégal en fait. Et c'est vraiment très intéressant à suivre parce qu'on comprend un peu mieux en fait les dynamiques qu'il y a à l'intérieur de Montréal. Je comprends aussi un peu mieux pourquoi je ne sais pas si vous fréquentez des personnes haïtiennes, mais la communauté haïtienne est quand même, je trouve, très particulière parmi les communautés noires à Montréal. Puis je comprends parce qu'il y a plusieurs vagues migratoires, il y a des choses qui sont particulières, mais on comprend vraiment bien en étant dans la famille, ou en tout cas dans le vécu de Maxime Aurélien, pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça et pourquoi est-ce qu'elles sont encore comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un essai qui se lit super vite et je trouve qu'il permet de comprendre la vie à Montréal. C'est vraiment super utile. Le deuxième livre, c'est La sirène de Black Conch, aussi aux éditions Mémoire d'Encrier. J'adore cette maison d'édition. C'est un livre d'une autrice trinidadienne, donc qui vient de l'île de Trinidad et Tobago, dans la Caraïbe. C'est une île anglophone, puis c'est traduit par, je vais être super chevine, par une Guadeloupéenne. Donc, moi, je suis de la Guadeloupe, donc c'est vraiment, j'ai trouvé ça intéressant dans la façon dont on passe de l'anglais au français.
C'est vraiment super bien fait. Puis l'histoire, elle est vraiment, vraiment bien. Moi, les trucs de sirène, là, je me suis dit, oh là, ça va nous chercher un truc comme Ariel, la petite sirène, là. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est l'histoire d'un pêcheur. Donc, c'est une histoire qui se passe en 2 temps. Il nous raconte l'histoire en 2005 ou 2015, mais l'histoire, elle se passe dans les années 60-70. C'est un pêcheur qui, il étend ses lignes, puis il joue de la guitare parce que c'est un musicien. Et un jour, il voit une tête sortir de l'eau. Et c'est bizarre parce que là où il pêche, il n'y a pas trop de gens qui ont pied ou qui nagent. Puis un jour, il se rend compte qu'en fait, c'est une sirène qui est en train de le regarder, puis il ne se parle pas en fait. Lui, il joue de sa musique, puis elle est là, elle l'observe. Et quelques temps après leur rencontre, je ne vais pas dire pourquoi, mais elle est obligée de sortir de l'eau. Elle vient sur la terre, puis il la recueille. Et la question qui se pose pendant le temps où il l'a chez lui, c'est comment est-ce que je fais pour vivre avec une sirène? Parce qu'une sirène, c'est une femme poisson, donc c'est pas vraiment une femme, c'est pas vraiment un poisson. Elle parle pas sa langue, elle n'a pas l'aspect d'un humain du 20e siècle, elle n'a pas les codes sociaux qui sont les siens ni ceux de l'île sur laquelle il vit. Et elle passe pas trop inaperçue. Donc, il y a vraiment un questionnement, une espèce de quête, en fait, où il se questionne sur tout ce que sa vie a été jusque-là, et puis comment est-ce qu'il va vivre son avenir, parce qu'il se projette avec cette personne dans son entourage. C'était vraiment intéressant parce que elle vient d'une île de la Caraïbe, mais elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche non plus, elle vient d'un peuple autochtone. Lui, il est noir, puis il y a encore des blancs anciens descendants d'esclavagistes, des anciens esclavagistes qui sont sur l'île. Bon, c'est pas vraiment ça le sujet, mais c'est quand même, il y a une trame en fait historique dans le fond. Puis l'histoire, c'est vraiment la relation entre cette femme sirène et ce pêcheur, qui sont 2 personnes qui sont très jeunes, puis qui lient une relation qui est vraiment très, très forte. Puis je ne vous dirai pas comment ça se passe parce que c'est vraiment à découvrir, mais on est vraiment loin d'Ariel, la petite sirène. et c'est vraiment une belle histoire à découvrir. Puis le 3e livre, et ça va, c'est pas, je ne vais pas dire qu'il n'est pas drôle, il est vraiment beau. Lui, par contre, il n'est pas drôle. Ça s'appelle « Dites-leur que je suis un homme » de Ernest G. Gaines, donc c'est un Américain. Et l'histoire, en fait, c'est un jeune homme qui habite l'histoire se passe en Louisiane pendant la période de la ségrégation. Il y a un jeune homme qui doit partir à la pêche ou à la chasse, je ne sais plus, avec des amis, puis s'arrête dans une boutique où il rencontre 2 personnes qu'il connaît, un jeune homme noir. Et les choses tournent mal. Puis il y a un meurtre et la personne qui meurt est une personne blanche. Donc là, il se pose pas trop de questions, il y a un noir, donc on l'arrête, puis on l'accuse du meurtre. C'est pas lui, mais on l'accuse quand même du meurtre. Et donc voilà, puis ce jeune homme qu'on accuse de meurtre, il vit avec sa tante, et sa tante, en fait, elle veut que son âme soit sauvée, parce qu'on est dans l'Amérique noire, des années... Les gens sont très chrétiens, la seule chose qui leur reste pour se raccrocher à la vie, c'est quand même Dieu. Et pendant le procès qu'il perd d'ailleurs, où on le condamne à mort, l'avocat dit qu'en fait, c'est pas vraiment un homme, qu'il n'est pas vraiment un homme, qu'il est complètement débile et qu'il n'aurait pas pu commettre ce meurtre-là parce qu'il n'est pas intelligent. Et il le traite de cochon. Et à ce moment-là, il se décide qu'il n'est plus un homme, mais que puisqu'on le voit comme un cochon, c'est juste qu'il n'est qu'un cochon. Et sa tante, son but, c'est de lui faire comprendre avant qu'il meure qu'il n'est pas un cochon et qu'il est un homme, et qu'il marche jusqu'à sa chaise électrique, la tête droite, le corps droit, en se disant « je suis un homme et je vais mourir un homme ». Et pour ça, elle fait appel à un instituteur, et qui, lui, n'a pas très envie de faire ça. Concrètement, il n'a pas très envie de parler avec ce jeune homme, c'est que ça le remue vraiment beaucoup trop. Il n'a pas envie de lui faire comprendre qu'il est un homme, mais il va quand même être obligé de le faire. Et donc, il va passer du temps avec lui à la prison pour essayer de le faire parler, pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'est pas un cochon, qu'il est véritablement un être humain et qu'il a le droit de mourir dignement. C'est une histoire qui est difficile, mais que j'ai quand même trouvée très belle. Le personnage principal, qui est l'instituteur, on n'arrive pas trop à l'aimer, on n'arrive pas trop à le détester non plus, parce qu'il est vraiment pris entre 2 feux, puis on comprend en fait la difficulté de sa position, d'être un homme noir qui doit peut-être parfaire l'éducation d'un autre homme noir qui est plus jeune que lui, puis qui va mourir parce qu'il n'y a vraiment aucune autre issue, il va mourir. Et puis de lui donner de l'espoir tout en se disant que lui, il a des élèves à éduquer, puis son rôle à lui, c'est d'éviter que ses étudiants finissent aussi sur la chaise électrique ou en tout cas finissent par mourir. Donc, c'est une histoire qui est un peu troublante.
un peu bouleversante, mais c'est extrêmement bien écrit. Ça se laisse lire, même si c'est très dur, ça se laisse vraiment, vraiment lire. Donc, ce seraient mes 3 recommandations pour le mois de l'Histoire des Noirs cette année. Je trouve que c'est vraiment 3 belles recommandations. J'ai envie de te dire merci, puis en même temps de t'en vouloir un peu parce que je vais être encore obligée d'ajouter des livres. Mais vraiment, là, tu m'as vraiment donné envie, en tout cas. Merci. Oui, mais les vôtres aussi, elles me donnent envie. Hein? Notre liste s'allonge ce soir. C'est pas facile. Merci beaucoup. C'est difficile, notre vie de lectrice. Oui. Ben oui, merci beaucoup pour ces belles recommandations à tout le monde, puis pour ce petit volet pour l'Histoire des Noirs, Jessica. Puis là, on a parlé de beaucoup de livres, pas mal, qui font mal pour un mois de février. Donc, notre deuxième sujet, c'était les lectures doudou. Fait qu'on va sortir un petit peu du cadre. Qu'est-ce que je veux dire par lecture doudou? C'est est-ce que vous avez des lectures doudou? Est-ce que vous avez des romans ou des livres auxquels vous retournez lorsque vous avez besoin de douceur? Est-ce que vous avez des auteurs ou des autrices que vous dites, genre, mes lectures, ça fonctionne pas, j'ai besoin de quelque chose de safe, que je sais que je vais aimer, que ça va fonctionner? C'est ça un petit peu le concept de lecture doudou. Je vais vous lancer la parole parce que je vais faire ma Grinch de moi-même. Je n'ai pas ça. Fait que... T'as pas ça, ce genre de livre-là? Non. Si j'aime pas ma lecture en cours, je vais en prendre une autre, mais tu sais, il y a des auteurs que j'aime d'amour, mais habituellement, lorsque je les aime trop, j'ai tout lu ce qu'ils ont écrit, puis je suis pas du genre à relire. Fait que je n'ai pas ça, fait que je vais vous écouter, voir comment vous faites ça avec vos... vous voyez que c'est pas moi qui ai inventé ce sujet-là, c'est le sujet de Daphné. Donc, si tu nous écoutes ce soir, Daphné, on est là pour toi. Je sais que tu voulais nous parler de Robin Hobb. C'était ton auteur doudou. Donc, Josée, je te lance la douceur. Moi, je suis comme toi, Maps, je pense. Je ne relis jamais de livres. Mais il y a des livres qui m'ont marqué et qui sont vraiment doudou, dont un livre de Gianrico Garofiglio, 3 heures du matin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas un livre doudou. On va appeler ça un livre doux. Un livre tellement mignon. Ça se passe à Marseille. C'est un ado qui fait de graves crises d'épilepsie. Puis le traitement qu'il doit suivre pour régler ses crises d'épilepsie. En fait, il habite en Italie, à Turin, mais le médecin est à Marseille. Puis il doit rester éveillé pendant une période de temps vraiment très longue, là, genre presque 3 jours. Puis il habite avec sa mère, il adore sa mère, puis il a vraiment une relation très trouble avec son père. Puis il doit aller avec son père à Marseille pour son traitement. Au début, il pense qu'il va y aller 1 heure ou 2, mais il se rend compte qu'il doit passer 72 heures éveillé avec son père. Fait que l'ado et le père qui ont une relation vraiment difficile, qui doivent passer tout ce temps-là ensemble et le jeune ne doit absolument pas dormir. Parce que la prémisse, en fait, pour le soigner, c'est qu'ils vont tester son cerveau jusqu'à la limite. Puis s'il passe à travers ça, ben, il sera guéri. Le traitement aura fonctionné. Mais c'est toute la redécouverte entre l'ado et son père qui est tellement touchante. C'est un livre magnifique. Puis ils n'ont pas le choix. Ils sont tous les deux ensemble dans la nuit. Puis il y a des échanges, mais c'est des échanges entre un père et un fils. Fait que c'est pas des grands échanges, mais ils partagent les choses ensemble. Les deux se redécouvrent. C'est un livre tellement beau. Puis c'est aussi, le jeune garçon va faire des choses vraiment initiatiques avec son père. Puis il détestait son père parce qu'en fait, il a trompé sa mère. Fait que pour lui, c'est comme un peu le méchant du portrait. Puis cette redécouverte-là est tellement douce. Et j'ai fait lire ce livre-là à plein de monde. Puis tout le monde sont unanimes. Là. C'est un livre... c'est feel good, mais doux. C'est vraiment... Ça donne foi à l'humanité, ce livre-là. Okay. La fin n'est pas nécessairement très joyeuse, mais elle est très belle. C'est un livre magnifique. Puis c'est un auteur italien. Moi, j'ai vraiment, ceux qui me connaissent un peu savent que dès que le mot Italie ou italien, je suis vendue. Puis j'ai lu d'autres histoires de cet auteur-là. Ça passait plus avec la mafia. On était vraiment ailleurs. Mais ce livre-là, 3 heures du matin, là, c'est un tout petit livre, mais d'une grande beauté. Une grande douceur. Oui. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Peut-être. OK. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Mais il y a tellement de livres à lire. Ouais. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment le goût de relire une histoire? Puis, tu sais, souvent, quand c'est vraiment, là, quand ça m'a vraiment marqué, je me souviens. Puis là, juste là, ce soir, j'ai tellement trop de livres de plus. Comme si j'en avais pas assez avant.
Ben non, je comprends. Je comprends. Puis, en tout cas, moi, personnellement, le danger que j'ai parfois dans mes coups de cœur, c'est de les relire et qu'ils ne soient plus aussi bons que dans mes souvenirs. Donc, en tout cas, à chacun son combat. Je pense que c'est Marie Littérature qui est rendue avec le micro. Fait que je te lance Ben, la moi question. non plus, en fait, je ne relis pas. Non, même, ben non, je fais pas ça. Mais moi, j'ai une relation bien particulière avec mes livres. Puis là, elle va rire, là. Mais en fait, mon réconfort, c'est un peu de les garder. Parce que pour moi, dans le fond, mes romans ou mes livres, peu importe, là, c'est comme une photo d'une époque, d'un moment, d'un lieu. Fait que même des fois, des périodes qui ont été plus difficiles, mais que j'ai lu un roman qui m'a apporté un certain réconfort. Des gens avec qui tu les as lus. Des gens avec qui je les ai lus, oui, tout à fait. Mais c'est comme un album photo. Fait que, tu sais, souvent, juste regarder certains romans, ça va m'apporter un certain réconfort. Mais, tu sais, si je veux y aller dans quelque chose qui va me faire du bien, un peu comme toi, Maps, c'est que je vais les avoir déjà lus. Donc, je pense à Agnès Martin-Lugan. Au début, bon, j'avais pas lu tous ses livres. Moi, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Mais là, ils sont tous lus. Mais je pourrais... Bon, excusez, il y a un smoothie qui se fait ici. Je reviendrai plus jamais dans un café pour... Je suis pas concentrée, c'est épouvantable. J'entends toutes les conversations de tout le monde. Je suis pas là. Ah oui, c'est épouvantable. Moi, le focus est parti bien raide. Mais tout ça pour dire que je relirai sûrement quelques romans d'Agnès Martin-Lugan. Okay. Mais pour l'instant, c'est ça. J'en ai trop à lire. Fait que... Puis les petits livres de mon fils qui a maintenant 15 ans. Fait que des fois, de retourner voir ces petits livres jeunesse, ça m'apporte un petit réconfort. Ouais, ça, je le fais des fois. Ouais, quand je fais le ménage de sa bibliothèque, là, je vais voir dedans. Ça, là, tu vas peut-être pouvoir relire avec lui lorsque lui va lire des trucs que toi, tu as lus. Ça va se... Ouais, il n'aime pas la lecture. Non. Ah. Non. Ouais. Espérons que ça change. Petit, mais c'est ça, rendu à 15 ans, il n'aime plus ça. C'est moins cool, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Excellent. Élie, toi, là, je vais vous laisser faire votre switch en règle. Ben moi, je relis des livres. En fait, j'en ai deux que je relis. J'ai un amour incontesté pour Anne, la maison Pignon Vert. Tous ceux qui me connaissent savent que je l'ai même de tatouer Anne sur la cuisse. Donc, c'est tellement un personnage attachant, etc., que j'ai relu. Puis, je me souviens à la naissance de ma fille, on a fait une fête d'accueil. Puis, j'ai fait une bibliothèque souvenir et chaque personne a amené un livre de son enfance ou un livre qui est particulier. C'était pas obligé d'être un album. Moi, j'ai mis sa copie de Anne au Pignon Vert en espérant qu'un jour, elle ait le même coup de cœur que j'ai eu pour ce beau personnage-là à l'imagination fertile. Puis, ouais, je pense que c'est un des livres qui m'a donné la piqûre de la lecture, justement, puis de voir que l'imagination, tu sais, moi, on m'appelait Élie la Lune quand j'étais petite, tu sais, puis c'est le roman où je me suis dit, hey, ben, c'est une force d'avoir de l'imagination puis être dans Lune. Fait que je l'ai comme vu d'un autre côté, fait qu'elle a Fait que quand j'ai besoin, des fois, je retourne à Anne. Et il y a le livre « Ensemble, c'est tout » d'Anna Gavalda. Tu vois, au début de la pandémie, j'ai eu besoin, on dirait, d'aller... tu sais, on était tous en isolement, confinés chez nous. On dirait que j'ai eu besoin d'aller me replonger dans cette histoire-là où il y a des personnages écorchés, mais qui finalement se rapprochent d'une façon où on n'aurait pas pu... on l'aurait pas pensé. Et... je sais pas, l'avez-vous lu, ce livre-là? Ou... C'est tellement... Ça fait longtemps. C'est un beau roman. Mais c'est vraiment un hyper beau roman sur la puissance de l'humain, de l'entraide, de la solidarité. C'est ça, des personnages écorchés, mais si beaux. La psychologie des personnages est magnifique. Donc, ça, c'est un où j'ai eu comme besoin d'aller... le relire, là, quand tout le monde me manquait autour, me semble. On dirait que de voir ce livre-là, ça m'a fait du bien. Puis sinon, ben, comme vous, j'ai un auteur
on dirait que quand que la vie est comme lourde, là, j'ai besoin d'aller lire du petit Sophie Kinsella. J'aime ça. Du petit léger, rigolo. Ah ouais, Sophie Kinsella est arrivée dans ma vie où je venais de finir mon bac en enseignement du français au secondaire. J'avais eu des cours de littérature, tu sais, là, où on lisait des livres lourds, tu sais, du Rabelais, puis tu sais, j'étais saturée. J'avais plus envie de lire. Puis j'étais arrivée dans une librairie un peu désespérée en demandant à la libraire, tu sais, là, j'ai plus de cerveau, là, je suis ramollie, j'ai besoin de quelque chose de léger, là, mais... Puis elle m'a donné Sophie Kinsella dans les mains, le premier tome de l'Accro du shopping. Puis, tu sais, j'ai tellement ri, c'était léger, c'était nono, mais maudine que j'ai eu du plaisir, tu sais. Puis c'est vraiment ça, tu sais, on dirait que quand plus rien ne va, je me dis, on va lire un petit Sophie Kinsella, il me semble que ça allège la vie. Tu vois, ce livre-là, là, c'est le seul livre que j'ai lu 2 fois. J'ai toute la série, puis dans ma famille, on l'a tout lu, on s'est passé le livre, on rigolait. Là. Ah, c'est drôle. C'est tellement drôle. Ouais. Puis la deuxième fois que j'ai lu le premier livre, c'est drôle, je l'ai lu avec plus de tendresse. C'est comme je la trouvais moins drôle, je la trouvais plus d'empathie. Oui, ouais. Plus d'empathie, c'est ça. Moi, c'est ces livres-là, là, c'est comme du bonbon. Là. Exact. Quand tu as tout... Exactement C'est sucré. Quand tu as tout perdu espoir dans l'humanité, tu lis ça, puis tu lis, puis peu importe qui t'es, tout le monde est béquille. C'est ça, tout le monde exact. se retrouve. Mais il y a des phrases qu'on dit encore avec mes sœurs. Je serai la fille au foulard vert. Exact. Ah ben oui. Mais à chaque fois, moi, que je magasine puis que je fais comme, c'est une dépense, tu sais, là, en as-tu besoin? Non, mais je l'achète pareil. Ben là, je pense à Becky, tu sais. Ouais. Quand il est dans le musée, il regarde des œuvres. Je sais pas comment ça coûte, ça, dans un musée. Ce livre-là, c'est... Non, puis les rabais, là, c'était en rabais. Mais moi, je dis ça à mon chum, là, mais c'était en spécial. Puis là, je pense tellement à elle dans ce temps-là. Là, j'ai lu le dernier qu'elle a écrit. Je pense que c'est celui à Noël. Oui, exact. Un peu avant Noël. Là, ça commence à être un peu de la redite, là, mais j'ai quand même beaucoup de Mais quand même, c'est comme si on rentrait dans nos vieilles pantoufles confortables avec notre robe de chambre, là, puis on savoure, tu sais. Absolument. Puis, ça a beau être les mêmes blagues, en fait, là, je les ris autant. Ah oui, c'est ça. Aussi attachant. C'est pétillant, c'est sucré, c'est ça, c'est doudou. Oui, exactement. C'est pas vrai que j'avais 2 fois le même livre. Une fois, c'est arrivé dans ma vie. Une fois, fallait. Mais là, vous lirez ensemble. Juste une fois au chalet. Vous direz si vous aurez envie de le relire. Ensemble, c'est tout. C'est quand même une bonne brique. Là. Fait que, ouais, c'est une bonne brique. C'est peut-être un... Ouais. En effet. Mais plus je vous écoute, plus je me dis que j'ai pas d'âme, là, parce que j'ai tellement pas ri en lisant l'Accro du shopping. Oh non! Mais bon, écoutez, j'avais fait un concept, des recommandations pour les balances, là, puis c'était dans la pile, puis mon Dieu, j'avais pas trouvé ça drôle. Mais je pense que ça, tu trouves ça vraiment drôle, puis t'accroches au concept, ou pas pantoute. Je l'ai proposé à une amie lectrice, puis écoute, elle a eu la même réaction que toi, elle n'a même pas été capable de finir le cadre du livre. J'y avais conseillé je suis un peu là. Tu es tellement chanceuse de jamais les avoir lus, tu vas voir, tu vas rentrer là-dedans, t'en as une tonne à lire. Puis non, ça a été mal reçu, mais... Là, je vous regarde, est-ce que vous êtes en train de vous faire jeter dehors? Je pense qu'on est en train de se faire... On va y aller. C'est bon, on va vous laisser, puis on... C'est ça. OK, bien, à la prochaine. Merci de À la prochaine. Mais merci. Puis on va réécouter qu'est-ce que tu auras dit, Jessica, voir si tu relis des livres. Assurément. On va écouter la suite rendue à la maison. C'est sûr. Merci, sincèrement. Merci pour l'invitation, Matt. C'est vraiment plaisir. Gentil. La prochaine fois, si on est invité, on va être mieux organisé, c'est promis. En tout cas, moi, je vais avoir plus ma tête. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit. Oui, on n'est pas désorganisé de même d'habitude. On vous le promet. Un petit peu moins. Ouais. Un petit peu moins. Merci, bonne soirée. Bye, les filles. Il nous reste juste quelques petites minutes de toute façon. Hop, là, ils ont changé de bord. OK, parfait. On va finir ça. En plus, j'étais à l'heure, là. Je regardais mes affaires. Je l'ai rendu à toi, Jessica. Est-ce que toi, tu as des lectures doudou dans ta vie? Oui, puis j'en ai parlé la dernière fois. Moi, c'est Philippe Besson. Ah. Dès que j'ai lu plein de trucs qui étaient un peu traumatisants, parce qu'en fait, je lis que ça. Des choses traumatisantes. Et je me dis, là, j'ai besoin d'un Besson.
Mais j'essaie de ralentir un peu parce que je sens que je vais tous les lire. J'en ai déjà lu une bonne dizaine. Il m'en reste encore quand même, puis il continue à écrire, donc c'est bien. Oui. Même s'ils ne sont pas toujours drôles non plus, ces livres, mais il y a quelque chose dans sa plume qui m'apaise vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est toujours des belles histoires au final. Et pour moi, c'est mon auteur doudou. Puis j'en parle jamais sur mon compte Instagram parce que je ne sais pas comment en parler. Parce que j'ai un rapport à cet auteur-là et à ses livres qui est vraiment complètement différent de tout ce que je lis. Mais oui, Besson quand ça ne va pas ou quand j'ai pas d'idée, c'est toujours une bonne idée. Ah oui, j'ai un Besson sur ma liste justement en 2024. Là. Arrête avec tes mensonges. C'est bon. J'ai entendu des bons commentaires l'année passée. J'avais lu Ceci n'est pas un fait divers, là, que j'avais bien aimé, mais tu sais, pas autant que certaines personnes. Mais Arrête avec tes mensonges, j'en ai entendu des bons commentaires. Puis j'ai vu Sylvain qui a lu Un soir d'été qui vient de. Toi aussi, qui vient d'être publié. Oui. Puis est-ce que tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. C'est surtout que ça se passe dans les années 80, hein, les années. J'avais l'âge à peu près des personnages. C'est une histoire un peu dramatique, là, Un soir d'été, on va se le dire, mais j'ai bien aimé ça. Est-ce que vous avez lu Un garçon d'Italie? Oui. C'est bon, hein? Oui. Comme j'ai adoré. Vraiment. Moi, c'est mon premier livre de Besson, puis ça a été, comme toi, là, le début d'une suite. Oui, vraiment. Le début d'un amour. Oui. Oui, parce que Jessica, lorsqu'elle était venue au mois de septembre, j'avais fait faire un top 3 de Philippe Besson. Parce que, en tout cas, tu iras voir cet épisode-là. On te divulgagera pas. Un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est David Fonkinos. OK. Oui, il est bien, lui aussi. C'est vrai. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais oui. C'est léger, c'est doux, ça me fait réfléchir. Puis, à part Charlotte, je ne sais pas si vous l'avez lu. Hein? Oui, Charlotte, c'était pas drôle. On est ailleurs, là, mais moi, Charlotte, c'est mon idole à vie, je pense. Le potentiel érotique de ma femme, j'avais lu, puis j'avais trouvé ça hilarant. C'était vraiment, vraiment très drôle. Ou Le mensonge d'Henri Pic aussi, j'ai beaucoup aimé aussi, c'était bien. Ouais. J'aime cet auteur-là. Mon Dieu, je Sauf que son dernier, moyen. OK, c'est quoi le dernier? Son dernier livre, c'est Une vie heureuse, je pense. Okay. J'ai trouvé que il lançait de belles perches qui, à mon avis, tombaient à plat. Okay. J'ai trouvé qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin dans son histoire, puis finalement, ça a été, à mon avis, un peu bâclé. J'ai été déçue. C'est un bon moment parce que c'est un bon auteur, mais je n'ai pas été aussi charmée que mes autres lectures de lui. Mais quand même, au prochain livre, je vais être encore la première avec David Fonkinos. À te lancer dessus. Il y a un petit lecteur qui est d'accord avec Besson. Clairement, je vais le relire. Puis, j'avais passé ce message-là de Danielle qui disait qu'elle a des films doudou qu'elle revoit plusieurs fois par année. Plusieurs fois, mais les livres, je ne les relis jamais, sauf exception. C'est vrai que c'est un concept un petit peu plus pour les films de façon générale. Hein? Il y a des gens qui ont des films fétiches qui écoutent à certains moments de l'année ou les films de Noël aussi, là, j'imagine. En tout cas, pour ceux qui sont festifs. Oui. C'est moins long aussi, tu sais, un film, on lit en 2 heures, un livre de 500-600 pages. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit que souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne relit pas les livres, mais elle l'ouvre, puis au hasard, elle prend une phrase. Et que ça lui rappelle l'histoire. Je trouvais que le concept était vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais moi, j'étais en train de me dire que si je suis pour relire un livre, ça va être justement des petits livres. Comme j'ai relu Sophie Bienvenue avec Et au pire, on se mariera, qui se lit en 30 minutes. Je relirais Fanny de Meule, mais c'est encore des petits livres. Mais comme passer tout le temps que j'ai déjà passé avec ce livre-là, je ne sais pas, ça me semble un drôle d'investissement de temps. Oui. Surtout quand il n'y en a plus, peut-être. Mais il y a tellement de livres qui nous poussent dans le dos. C'est comme un tsunami qui nous arrive tout le temps. Puis à tous les mois, il y a une nouvelle lecture qui nous allume. Puis revisiter le passé. Disons que je n'ai pas la nostalgie livresque très grande. Puis moi, je pense que lorsque j'ai ça, s'il y a des nouvelles publications de ces auteurs-là, comme j'ai vu qu'il y a une nouvelle publication de Samuel Champagne, puis c'est un peu un auteur doudou pour moi. Fait que, tu sais, au lieu d'aller relire un de ses anciens livres que j'ai lus, là, je vais être contente de lire un nouveau livre. Donc, je pense que ça fait le tour pour notre épisode, surtout quand on a plus de 25 ans. Je suis d'accord. Merci d'avoir été avec nous pour ce 8e épisode. C'était encore une fois vraiment super intéressant de vous entendre parler des livres. Merci pour les suggestions de tout ce dont on a parlé ce soir. Le prochain
épisode va être le 14 mars. Donc, si vous voulez mettre ça à votre agenda, ça va être jeudi le 14 mars. D'ici là, ben, je souhaite à tout le monde d'avoir des bonnes lectures. Si vous avez envie, vous pouvez nous écrire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Et puis, ben, on vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir été avec nous ou de nous écouter dans le futur. Bye! Ciao!